propos, effectivement, part d'une enquête de longue haleine qui a donné lieu à un livre autour de la directive service qu'on a appelé un temps la directive Bolkestein. Alors l'histoire remonte, pour ceux qui s'en souviennent, à ce débat autour du traité constitutionnel européen en 2005, qui avait donné lieu à un débat assez violent entre partisans du traité constitutionnel européen et puis opposants. De grands hommes politiques, dirigeants, chefs d'État avaient même déclaré en France que cette directive a été enterrée. C'est qu'en fait, elle n'a pas du tout été enterrée, elle est bel et bien là, c'est toujours la directive service qu'on connaît, et elle a bien, alors je rappelle qu'elle a bien été adoptée en 2006, cette directive existe bien, et qu'elle a été transposée dans les États membres de l'Union européenne, donc après 2006, jusqu'en 2009, ça se poursuit encore, et ça se poursuivra d'ailleurs pendant plusieurs années. On n'en a rien dit, c'est ce qui est quand même assez surprenant. Pourquoi ? Parce que c'est une directive européenne, je reprends les termes du moment de la naissance de cette directive, c'est une directive qui n'est pas du tout comme les autres, je dirais, parce qu'elle est vraiment le pilier du marché unique européen. Cette directive, elle aura, mais ça commence déjà, un impact considérable sur l'ensemble des politiques publiques en France, mais comme dans la plupart des pays membres de l'Union européenne, et ça touche tous les aspects de la vie. C'est que quand on parle de services, au sens de la Commission européenne, c'est au sens le plus large. C'est-à-dire que ça va du commerce à l'administration, en passant par les transports, les activités financières, immobilières, les services aux entreprises, les services aux particuliers, l'éducation. Je suis désolé, mais je vais même prouver d'ailleurs comment on va créer des services dans l'éducation, bientôt, grâce à la loi d'autonomie de l'université, par exemple, la santé et l'action sociale. Une liste avait été établie à l'époque, donc on avait les activités de distribution, les professions réglementées, par exemple les architectes, les ingénieurs, les experts comptables, mais aussi dans le domaine de la justice, les métiers de la construction, du tourisme, du spectacle. Il y a même une étude qui a été réalisée par le spectacle vivant qui regroupe toutes les associations autour de ça, qui a découvert avec effarement d'ailleurs l'impact que pouvait avoir cette directive, les loisirs et tous les services sociaux. Les entreprises privées, les entreprises publiques sont également concernées, et comme on privatise le secteur public, et comme on segmente le secteur public, quel que soit le domaine, l'informatique, les télécoms, etc., à chaque fois que l'on segmente et que l'on privatise, on crée de nouveaux services qui entrent dans le champ de la directive service. C'est pour ça qu'on arrive à des proportions très importantes. Voilà. Si je prends le cas des universités, on est en train de petit à petit transformer les universités en entreprises, avec une autonomie de gestion, etc. On est en train parallèlement de créer des activités de services marchands autour d'un mode de fonctionnement, d'une gestion, d'un mode de gestion sous la forme d'une entreprise. Dans le cadre de la directive service, a été défini des étapes. Alors on a dit en 2011, en 2010, puis en 2011, puis en 2012, il y aura une évaluation qui était réalisée par la Commission européenne, avec un rapport de synthèse chaque année, et ce rapport servira donc de base à de nouvelles discussions autour de nouvelles libéralisations des services. Vous l'apprenez peut-être aujourd'hui, parce qu'il y a aussi une volonté politique. Alors moi je nomme les choses comme elles sont, c'est un véritable déni de démocratie, mais enfin il y a eu une volonté politique de nos dirigeants de ne pas provoquer, ne pas susciter de débat autour de la directive service. On peut parler du traumatisme de 2005, etc., l'échec du traité constitutionnel européen, transformé en traité de Lisbonne et la suite, mais on peut parler aussi, on peut s'interroger aussi sur le fait qu'il y a une absence totale de démocratisation autour de, comme je l'ai dit au début, d'un changement de paradigme au niveau des politiques, de l'ensemble des politiques publiques, en France comme dans l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Ça a des conséquences assez lourdes
d'un point de vue juridique, la réglementation. La naissance même de ces directives remonte à loin, elle remonte aux années 90, à une demande d'ailleurs des grands groupes bancaires américains de la volonté de créer un nouveau marché des services. Et puis aussi, il y a une volonté, un dogme libéral naissant dans les années 80, puis dans les années 90, qui a été élaboré autour des services financiers et de l'élaboration d'une économie de services qui viendrait d'ailleurs se substituer petit à petit à la production, à l'industrie, etc. On a eu ce discours voilà, qui nous a préparé le terrain donc, à cette nouvelle, à ce marché des services. Et une étape majeure a été donc la constitution de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, la naissance même de l'Organisation mondiale du commerce en 1995 a été construit un accord, qui est d'ailleurs dans les statuts même de l'Organisation mondiale du commerce, qu'on appelle l'accord général sur le commerce des services. Et il a été élaboré, fait partie des statuts, il concerne donc toutes les organisations membres. La France n'est pas représentée en tant que telle, c'est l'Union européenne. Et l'Union européenne et les États-Unis ont de concert donc préparé cet accord dans lequel, qui a préfiguré la directive service. D'ailleurs, on y retrouve les éléments de base, le texte même, etc. L'autre étape a été de passer par des accords de libéralisation, de libre-échange. Donc il y en a notamment un qui est très important, qui va être conclu l'année prochaine, entre le Canada et l'Union européenne, et dans lequel d'ailleurs le secteur des services est très important, et même majeur d'ailleurs, et ça sera un pilier d'ailleurs pour l'ensemble de l'Amérique du Nord autour de la libéralisation des services. Les réglementations, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de mouvant, et ça n'est pas inscrit dans le marbre du droit. Prenons le cas du traité de Lisbonne. Vous avez vu que ces derniers temps, le traité de Lisbonne a été révisé au moins 2 fois. Et je pense que là, bientôt, on va être obligé de revoir complètement le traité de Lisbonne, notamment pour ce qui concerne la Banque Centrale Européenne, parce qu'on va être obligé d'y arriver, et à modifier les statuts de la Banque Centrale Européenne du fait de la crise de la zone euro, de la crise de la dette, de la crise financière, etc. Donc le traité de Lisbonne est un exemple concret pour montrer que finalement on nous avait dit que ce traité était définitif, était fort bien construit et qu'il fallait l'appliquer, etc. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il est inapplicable, à tout le moins dans tout ce qui concerne, tout ce qui relève de la libéralisation de tout ce qui concerne l'aspect financier et l'aspect, comment dirais-je, monétaire. Voilà. Donc, c'est valable pour l'ensemble. C'est pas parce qu'on inscrit une réglementation que celle-ci n'est pas contestable ou révisable, etc. C'est là aussi, c'est un cheval de bataille à mener, ce que font d'ailleurs. J'entendais les indignés un peu partout s'exprimer autour de ça, sur la question de la dette. C'est un des enjeux, là aussi, fondamentaux pour les années à venir. L'ensemble des services, en France, de 2007, parce que la directive date de 2006, donc l'arrivée de Nicolas Sarkozy en 2007, de 2007 jusqu'à 2010, on a transposé sur l'ensemble des secteurs, l'ensemble des politiques publiques, cette directive européenne dont le principe est la liberté d'établissement, la libre prestation de services, en éliminant les obstacles administratifs et juridiques. C'est très important, c'est la base, c'est le fondement même. Alors comment on a procédé ? La Commission européenne avait indiqué qu'on avait la possibilité dans chaque État membre de passer par une procédure qu'on appelle une loi cadre. Une loi cadre de transposition. Ça, voilà, c'est assez classique. Donc, mais qui dit une loi cadre de transposition, c'est, comment dirais-je, un projet de loi qui est déposé au Parlement, donc à l'Assemblée nationale, au Sénat, qui nécessite un débat politique autour.
qui aurait fait émerger ce débat, qui aurait probablement suscité beaucoup de débats au niveau national, parce qu'on aurait redécouvert beaucoup de choses, y compris le principe du pays d'origine. Et ce débat n'a pas eu lieu. Donc on est passé comment? Et c'est là qu'il est très intéressant d'observer la méthode qu'a utilisée la France, qui a d'ailleurs eu une conséquence majeure, c'est que la méthode qu'a utilisée la France, qui d'ailleurs va sans doute avoir des répercussions sur d'autres pays européens, a été de passer par des lois, par une dizaine de lois, une circulaire sur les associations, qui sont les suivantes. Alors, je vais vous en donner quelques-unes parce que ça serait trop long de toutes les énumérer, enfin, de détailler le contenu de ces lois. Alors, on va commencer par la première étape de la transposition, c'est-à-dire en 2009, ou en 2008, pardon. Excusez-moi, je vais donner la date. Voilà, c'est la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008. Donc c'est Christine Lagarde, alors ministre de l'économie, qui avait commencé. Donc on a un premier jeu de loi, enfin un premier projet de loi. Alors quand je vous dis loi de modernisation de l'économie, vous allez me dire oui, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec la directive service, etc. Alors moi je vous recommande, si vous avez le temps, d'aller au JO et de regarder le contenu de cette loi, et vous verrez qu'elle fait explicitement référence à la directive européenne sur les services, la directive de 2006. Donc c'est une loi de transposition de la directive service. La loi, alors vous avez beaucoup entendu parler de la loi HPST par contre, c'est la loi sur l'hôpital, de réforme de l'hôpital relative aux patients, à la santé, au territoire. Donc avec d'autres réglementations, avec d'autres lois, c'est celle qui a poussé un peu plus vers la libéralisation de l'hôpital public, de transformer l'hôpital public en ce qu'on dit aujourd'hui en hôpital entreprise en quelque sorte. Eh bien, c'est aussi une loi de transposition de la directive service. Je suis désolé, mais c'est un fait, c'est indiqué dans le texte. Alors, évidemment, il y a un paquet d'autres lois, il y a des lois, ce qu'on appelle des lois fourre-tout, il y a des cavaliers législatifs, des choses comme ça, qui ont servi à transposer la directive service. Il y a des lois aussi qui ont été présentées comme étant des lois de modernisation des services touristiques. En fait, elles sont directement liées à la transposition de la directive service. Il y a une loi qui est tellement complexe qu'elle n'a pas été confiée au législateur. C'est un fait unique. On l'a confiée à un cabinet privé qu'on a rémunéré pour rédiger la loi en question, donc qui est une loi énorme de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. C'est très vague, simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Alors, comme je vous ai dit qu'il s'agissait de lever des obstacles juridiques et administratifs dans tous les secteurs des services, vous comprenez tout de suite pourquoi on a créé un texte pareil qui franchement, qui doit être sans doute un régal pour les avocats, les juristes, etc., mais qui est absolument très, très complexe à comprendre. C'est-à-dire, il a fallu pas mal de temps pour savoir un petit peu quelle était la portée de ce projet de loi. Vous avez aussi une loi portant fusion des professions d'avocats et d'avoués près les cours d'appel qui date de 2009. Et ben, c'est aussi une loi de transposition de la directive service. Et c'est de là que vient d'ailleurs la suppression de la profession d'avoué. La profession d'avoué, donc qui a été supprimée le 1er janvier 2011, qui permettait aux représentants des parties en matière civile et commerciale de représenter les différentes parties. C'était donc, voilà, c'est un résultat, un effet de la loi de la directive service, de la transposition de la directive service. On a aussi le commerce, l'artisanat, etc. On a les réseaux consulaires, on a donc un projet de loi aussi de 2009, adopté en juin 2010, qui s'appelle réseau consulaire, commerce, etc., qui est directement, qui est aussi une loi de transposition de la directive service. Et on a une circulaire dite Fillon de janvier 2010,
qui ne concerne que le secteur associatif. Alors, je vais peut-être donner un petit exemple dans tout ça. Par exemple, le placement de chômeurs. Le placement de chômeurs, qui est donc ouvert aux services, hein, dans le cadre du marché européen, ça y est, c'est fait, donc a été revu et corrigé. On a levé tous les obstacles dans le fameux projet de loi relatif au réseau consulaire, au commerce, à l'artisanat et aux services. Le placement de chômeurs, c'est une activité de placement qui a été entièrement revue. On a supprimé toute la réglementation, c'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui, alors je vais citer une organisation syndicale qui est dans Pôle emploi d'ailleurs, qui a examiné de près ce document et qui, aux surprises, a découvert une chose assez extraordinaire, c'est parce qu'on revient quasiment au 19e siècle dans le placement de chômeurs, hein, en toute discrétion et sans débat démocratique, je cite cette organisation syndicale, la France vient d'opérer une régression sociale, la ramenant plus de 100 ans en arrière, à l'époque où des émeutes, plus d'une fois sanglantes, déversaient dans la rue et contre les officines des placeurs privés, c'est-à-dire qu'on revient à ça, hein, les placeurs privés appelaient les marchands d'hommes, une population ouvrière exaspérée par la misère et l'exploitation. C'est en 1904, en effet, que pour contrer les abus des placeurs, une loi avait limité le champ des activités qu'ils pouvaient simultanément exercer, leur interdisant, par exemple, de cumuler débit de boissons, restauration, hébergement et placement. Donc la France est aussi une exception européenne en matière de libéralisation des services, parce que, en procédant par différents projets de loi et en catimini, elle a été beaucoup plus loin d'ailleurs que dans certains pays européens. Elle a créé même une exception européenne en intégrant certains services sociaux dans le champ de la directive service. Alors, quand on dit certains services sociaux, il faut relativiser les choses parce que, comme je l'ai déjà dit au début, chaque année, une évaluation est réalisée par la Commission européenne et par un exercice qui consiste à comparer, un processus de comparaison des législations permettra sans doute d'aller vers une plus grande libéralisation. C'est un processus qui est de droit international qui est appliqué au sein de l'Organisation mondiale du commerce dans la GCS, qui est exactement le même, qui est un processus de libéralisation sans fin. Enfin, bon, voilà. Je vais aller tout de suite dans le champ des services sociaux et du secteur associatif, parce que la directive sur les services fait explicitement référence à toute une réglementation européenne pour la faire appliquer à une partie, pour la faire appliquer à l'ensemble des services. La France a fait en sorte que l'ensemble des services sociaux soient concernés. Alors, je ne vais pas insister là-dessus, mais ça ouvre la porte, par exemple, à des jurisprudences ou à des procès qui ont lieu, par exemple, dans le cadre de la formation professionnelle. Il y a eu un procès qui a été perdu par une région qui voulait maintenir et même faire en sorte que des services sociaux de la formation professionnelle existent. Alors je ne vais pas détailler ça, hein, parce que c'est assez complexe d'un point de vue juridique, mais donc la région a été, comment dirais-je, attaquée par des organismes sociaux privés qui ont considéré qu'il y avait donc une atteinte à la concurrence en invoquant la réglementation européenne, et on est arrivé donc à aujourd'hui, à travers de ce procès, de ce qui s'est passé dans cette région, mais ça se passera dans d'autres régions et ça se passera dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs, à ouvrir donc au marché, en quelque sorte, la formation professionnelle. Alors, c'est le cas du secteur de la petite enfance aussi, c'est le cas d'un grand nombre de secteurs, et c'est le cas même de secteurs, par exemple de l'éducation, dont on se dit qu'ils ne seront jamais ouverts à la concurrence et qui ne seront pas des services qui seront donc ouverts à la concurrence. Or, en fait, petit à petit, on y viendra.
Alors, maintenant, je vais passer au secteur associatif, parce que quand je disais changement de paradigme et l'ensemble des politiques publiques, donc dans le secteur social, par exemple, enfin dans le secteur associatif, le secteur social est un champ très important. C'est ça concerne l'ensemble des collectivités locales, et c'est un très grand nombre d'emplois, etc. Or, voyant venir la libéralisation et la transposition de la directive service, la fin 2009, le gouvernement Fillon a très très vite élaboré un texte qui s'appelle la circulaire, qui concerne l'ensemble du secteur associé, qui est une circulaire de janvier 2010, qui concerne l'ensemble des associations. Je dis tout de suite qu'il y a un recours d'ailleurs au Conseil d'État autour de cette circulaire qui a été déposée par des grandes organisations associatives, parce qu'elle met en cause, tout simplement, j'allais dire, le statut d'association, de loi de 1901. Voilà. On en est là aujourd'hui avec la directive service. Alors, la circulaire Fillon précise que la réglementation européenne s'applique, prend la précaution de dire mais non, la directive service n'est pas concernée dans le cadre de cette circulaire, etc., etc. Mais c'est un énorme mensonge, parce que la réglementation européenne auquel elle fait référence est celle qui figure dans la directive service. Donc c'est la réglementation européenne sur les aides d'État, c'est la réglementation européenne sur les droits des travailleurs, mais voilà où on en est aujourd'hui. Alors, moi, ma petite conclusion, ça va être une citation qui est toute bête, mais qui est très intéressante, qui est un mot de Noam Chomsky. Le pouvoir ne souhaite pas que les gens comprennent qu'ils peuvent provoquer des changements, et je pense que maintenant, comme vous avez pris connaissance de ce qui se passe actuellement, on pourra peut-être passer à un changement profond, mais dans un autre sens. Voilà, je pense on est dans une étape d'une crise de la démocratie, une crise démocratique très importante, et donc tout ce qu'on vient de dire ici, on illustre certains de ces aspects, et aussi dans une vision où les intérêts privés priment sur le reste, les intérêts particuliers. Et maintenant, il faut revenir à une économie plus humaine, je dirais, parce qu'on est dans une phase de déshumanisation et de délitement social qui est assez effrayante. Et justement, la prise de conscience de ça est très importante aujourd'hui pour inverser cette tendance. Voilà. L'Europe ne connaît pas juridiquement, mais je dirais politiquement, les services publics. Ou plus exactement, a fait le choix de ne pas les connaître. Parce que, je reviens à la directive service. La directive service, elle prend l'extension qu'elle a, parce qu'elle n'est pas contrebalancée par une directive qui est redemandée, par exemple, par toutes les organisations syndicales en Europe, par des tas de forces, par le Conseil économique et social européen, etc., qui serait la publication d'une directive sur les services d'intérêt général, donnant un cadre juridique aux services d'intérêt général. C'est-à-dire, il y a d'un côté le principe de la libre concurrence, il y a d'un côté la directive service, et de l'autre, non pas un cadre juridique, mais des exceptions qu'il faut justifier au cas par cas. C'est comme ça que ça fonctionne et que ça s'est développé. En gros, il y a tout ce qui était appelé services d'intérêt économique général, les SIEG, qui, maintenant, le champ, depuis la loi sur la poste, est totalement soumis à la concurrence. Restent les autres. Les autres, il y a effectivement cette situation qui est créée par la directive service et par l'absence de contrepoids d'une directive de service d'intérêt général. Et alors, si je reprends la question de l'éducation, parce que, effectivement, on peut se dire, l'éducation,
avant que ce soit soumis à la concurrence. Alors, premièrement, j'ai remarqué que déjà en France, l'éducation est soumise à la concurrence. Il existe une école privée et une école publique. Mais deuxièmement, tout ce qui est à la marge de l'éducation tombe sur le coup de la directive service, de manière à peu près sûre. Et notamment tout ce qui est formation professionnelle. Alors, toute la formation professionnelle continue. Elle est déjà sur le marché depuis très longtemps, avec l'accord des partenaires sociaux qui parfois y ont vu des sources de financement pas totalement inintéressantes. Mais au-delà de la formation professionnelle continue, la formation professionnelle initiale est menacée. Et l'enseignement supérieur, il a une caractéristique, c'est qu'il produit de la formation professionnelle. Tous les titres de l'enseignement supérieur sont théoriquement des titres à finalité professionnelle. Et donc là, la directive service. Alors, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Encore une fois, c'est dans les marges. L'Europe n'est rien d'autre que ce que les États en font. Les traités, ce sont les États. Le système de décision, c'est un système de codécision entre le Conseil des ministres, c'est-à-dire le représentant des gouvernements, les instances européennes. L'Europe n'est pas une superstructure indépendante des États et des gouvernements de chacun de ces États. Et donc, il y a une bataille politique qui peut être menée aussi bien dans chacun des pays qu'au plan européen. La question, c'est comment on mène cette bataille politique. Alors, juste 2-3 idées pour aller vite. Un, il y a une évidence, je l'ai dit, il y a une bataille à mener pour une directive sur les services d'intérêt général. Il y a une urgence absolue par rapport à la directive service. Et le Conseil économique et social a voté, d'ailleurs, il y a moins de 15 jours, un avis sur l'État et les tirés d'émission de l'organisation de l'État dans les territoires, le Conseil rappelle l'urgence de ce qui pourrait être une directive cadre. D'autant que, si je me souviens bien, dans le traité de Lisbonne, il est prévu qu'il devrait y avoir un règlement sur les services publics. Donc, vous voyez, là, il y a un vrai choix politique. Le choix politique de dire on fait la directive service et on ne fait pas la directive cadre au service d'intérêt général. Donc il y a une bataille politique. Ça, c'est le premier. Deuxième élément, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait partout quelque chose qui pouvait s'appeler service public. Simplement, si on va dans d'autres pays dire regardez, en France, on a un modèle idéal de service public, prenez modèle sur nous et copiez-nous, on va à l'échec. Il y a un vrai débat à avoir sur quels principes fondamentaux on peut mettre en avant au plan européen pour définir des services publics, leur mission, leur mode de fonctionnement, en laissant à la subsidiarité, c'est-à-dire aux États, notamment, ou à d'autres, parce qu'il peut y avoir d'autres niveaux que les États, le soin de définir le mode d'organisation concret de ces services. Et il y a une dernière idée, il y aurait besoin de services publics européens. Si on pense à la question de l'eau, si on pense à la question de l'énergie, à la question des transports, la problématique de service public ou de forme de convergence ou de collaboration de services publics à l'échelle européenne est posée. Et ça, personne ne le traite. Et les enjeux en termes, je dirais, compris de devenir de l'humanité, avec les problèmes de climat, et les problèmes de biodiversité, sont énormes et nécessiteraient en fait une prise en compte par quelque chose qui est un service public. Service public, je veux ajouter
L'existence des états généraux du service public, Voilà. dont la Ligue des droits de l'homme est membre, avec des organisations syndicales, des partis politiques, des élus locaux, pour essayer d'avoir une riposte d'ensemble, non pas service public par service public, mais sur le principe même du service public. Il faut reconnaître que pour l'instant, c'est plus des organisations, des militants que des mouvements de masse. C'est une vraie difficulté auquel on est tous confrontés. Parce que, compris au plan européen, la Confédération européenne des syndicats a fait des choses sur le service public, des bagarres. Mais en même temps, ça reste des superstructures lointaines. C'est toujours le problème. Et je trouve qu'il y a les collectivités territoriales en tant que telles, aujourd'hui en France, sont de plus en plus sensibilisées à ces questions. Alors, pas nécessairement pour des bonnes raisons, parfois parce qu'elles voudraient bien récupérer une partie du service public, etc. Les régions, par exemple, je crois, ont été très secouées sur les questions de services sociaux d'intérêt général, parce que, notamment sur la formation professionnelle, elles voulaient avoir la main sur la formation professionnelle, et là, on leur dit c'est la concurrence, etc. Donc les collectivités territoriales sont souvent assez sensibles, je le répète, et pas seulement parce qu'elles sont plus majoritairement à gauche que la nation, que l'État, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à faire passer. Alors, il y a des bagarres en service public par service public, mais le lien fait entre tout ça, le lien n'est pas facile à faire entre le nombre d'endroits où il y a des batailles pour l'hôpital, pour préserver l'hôpital, etc. C'est considérable. Il y a, je crois, une coordination des hôpitaux de proximité, qui fait un gros travail, mais passer de la bataille pour défendre l'hôpital de Brive-la-Gaillarde à une bataille générale sur la question de l'hôpital et de la santé, ça c'est une vraie difficulté auquel tout le monde est confronté.